Bonjour à tous. Donc aujourd'hui le thème c'est un petit peu ce qu'on a dans la poche en général. Alors on est à peu près 50% à avoir un téléphone portable dans la poche. Et alors c'est intéressant de regarder un petit peu l'histoire de ce téléphone portable. Voilà le premier téléphone portable, mobile. Alors pas si portable que ça d'ailleurs. Hein. C'est voilà, chez Motorola, ça faisait quand même presque 1 litre en termes de volume. Donc c'était pas si évident. Ensuite, peut-être qu'il y en a qui ont connu, moi j'ai connu ça en tout cas, c'est le téléphone portable de Nokia, alors qui était assez monofonction. Alors il pouvait permettre de téléphoner, d'envoyer des SMS et il y avait aussi l'alarme. Voilà, donc ça c'était un des premiers téléphones grand public, on va dire. Et depuis 5 voire 10 ans, il y a eu une explosion en fait des smartphones. Et voilà ce qu'on voit apparaître tous les jours. Alors, moi qui suis enseignant-chercheur, je le vois surtout dans la main des étudiants en cours. Voilà. Et c'est surtout utilisé pour aller sur les réseaux sociaux, voir des vidéos, etc. C'est plutôt un appareil de distraction. Et ce qu'on va essayer de vous montrer avec Antoine aujourd'hui, c'est que en fait, c'est l'outil parfait pour faire des sciences. Alors, voilà par exemple la publicité que faisait Samsung en 2013, donc comme c'est passé, je peux en parler sans faire de la publicité vraiment, sur son Galaxy S4. Et il disait, regardez, c'est formidable, vous avez ici une dizaine de capteurs. Vous avez par exemple le capteur de geste, un capteur de proximité. Alors ça par exemple, ça sert quand vous mettez votre téléphone proche de l'oreille, il ne faut pas que votre oreille manipule votre écran, sinon ça peut couper votre coup de téléphone. Donc voilà, il y a un capteur de proximité qui marche sur la détection de rayons infrarouges. Vous avez un gyroscope ici, je ne sais pas si on voit bien. Vous avez également un accéléromètre. Vous avez un capteur de champ magnétique, capteur de température, d'humidité, un capteur de pression, un capteur à effet Hall et un capteur de lumière. Et il y avait Samsung qui disait ça, voilà, Galaxy S4 gets you closer to what matters in life, bringing your world together. Tout ça pour économiser votre batterie, détecter vos mouvements, jouer, etc. Et quand on voit ça, en fait, on se dit, c'est pas du tout, ils se sont trompés. Ici, en fait, on a un capteur pour faire de l'optique, un capteur pour faire de la magnétostatique, un capteur pour faire ici de la thermodynamique, un capteur pour faire de la mécanique, gyroscope, accéléromètre. Et on peut encore faire de la magnétostatique ici. Donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser ces capteurs pour que le Galaxy S4 et tous vos téléphones, typiquement, ils vous permettent de vous approcher d'un laboratoire scientifique que, en général, on n'est que quelques-uns à connaître. Et vraiment, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de capteurs. Alors, je vais vous montrer ici, par exemple, les capteurs. Alors on va basculer, c'est ça. Voilà. Donc par exemple, ici c'est pas le dernier téléphone, hein, il date déjà de 2011-2012, c'est un iPhone 4S. Donc c'est vraiment maintenant, tous les smartphones ont ça. Et vous avez des applications comme celle-ci qui vous permettent d'accéder à vos capteurs. Alors, hop, je vais faire ici, back. Donc vous avez par exemple l'accéléromètre. Ensuite vous avez le gyroscope qui vous permet de détecter des vitesses de rotation. Vous avez donc le champ magnétique qui vous permet de trouver le nord magnétique. Vous avez donc également une accélération linéaire, ça permet de mieux savoir quel est le mouvement du téléphone, etc. etc. Un capteur de gravité, capteur d'altitude, voilà. Donc tout ça, et encore il n'y en a pas énormément dans ce téléphone, tout ça, c'est accessible et c'est ce qu'utilise votre téléphone, par exemple, pour faire pivoter l'écran. Ça, c'est l'accéléromètre. Quand vous tournez votre téléphone, l'écran pivote, c'est l'accéléromètre. Ce qui est incroyable, c'est que grâce à ces applications, il suffit de cliquer dessus et on peut lancer une acquisition. On a donc un capteur qui nous permet d'avoir l'accélération ici selon X, Y, Z, en fonction du temps, avec, on va le voir, une très bonne résolution. Et on peut donc faire des mesures et appliquer ça à la mécanique. Donc voilà, on va essayer de vous montrer comment on peut transformer votre téléphone en véritable laboratoire. Donc à l'intérieur de votre téléphone, vous avez
ces différents capteurs qui, si vous les transportez sur votre dos, commencent à peser sacrément. Donc vous pouvez avoir un magnétomètre ou avec une sonde à effet Hall, un accéléromètre, un microphone, donc j'en ai pas parlé, mais évidemment, un capteur CCD, on va voir comment on peut l'utiliser aussi, ce capteur CCD, un baromètre, vous pouvez mesurer la pression, etc., etc. Alors, combien d'entre nous ont un smartphone? C'est ça qui est intéressant, c'est que en 2015, par exemple, la Tribune disait, voilà, on était 2 milliards sur la planète à avoir un smartphone. À la fin de l'année 2015, il prévoyait qu'il y ait à peu près un tiers de la population mondiale. Et le groupe Ericsson, lui, prévoit qu'il y aura à peu près 3,3 milliards de personnes qui auront un abonnement smartphone. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de la population qui, en 2018, auront un smartphone. Et quand on est enseignant de physique, comme moi ou comme vous peut-être, ce qu'on se dit, ça c'est formidable. Parce qu'en 2018, il y aura 50% des gens qui pourront faire de la science chez eux, avec leur téléphone, n'importe où, et sur plein d'aspects, mécanique, thermodynamique, etc. Et donc, il faut apprendre à s'en servir, et on va essayer de vous donner un premier cours. Voilà, on va essayer de vous initier à une sorte de discipline qu'on pourrait un peu appeler la smartphonique, voilà, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc, comment détourner ces capteurs pour réaliser des expériences scientifiques? On va commencer tout de suite par une première expérience qui est assez simple, c'est de voir ce que voit vraiment votre appareil photo. Donc, vous l'utilisez fréquemment pour prendre des images. Et donc l'appareil photo, il est ici, voilà. Et alors, je vais réaliser une première expérience. Donc, je vais me connecter. On va basculer du coup sur un... Voilà. Hop. Voilà, on voit. Donc voilà par exemple une télécommande que vous utilisez peut-être chez vous pour allumer votre lecteur DVD ou votre box. Et là, je suis en train de vous bombarder de faisceaux infrarouges. Mais comme votre œil, lui, ne détecte qu'une très faible partie du spectre électromagnétique, le spectre visible entre le bleu et le rouge, il ne le voit pas. Par contre, votre smartphone, lui, il va être capable de détecter cet infrarouge. Donc, c'est quelque chose qui est assez surprenant comme ça, et on peut se demander jusqu'où il peut détecter. Voilà. Alors, pour comprendre pourquoi il détecte, il faut comprendre comment l'appareil photo, ce qu'on appelle le capteur CMOS ou capteur CCD, fonctionne. Alors typiquement, voilà, quand vous prenez une photo, vous avez un objet ici qui est éclairé par des tas de luminaires, et il va réfléchir la lumière, et cette lumière va ensuite passer par la lentille de votre téléphone, d'accord, que vous pouvez ajuster en position pour faire la mise au point, et l'image va se former sur ce capteur CCD ou CMOS. Voilà typiquement à quoi ça ressemble, hein, donc c'est assez petit. Et maintenant, on fait vraiment des capteurs de très grande technologie. Typiquement, on peut aller jusqu'à 12 millions de pixels et on peut même aller jusqu'à 320 images par seconde. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, 15 ans, quand je regardais un petit peu ce qui se passait dans les laboratoires, les caméras qui avaient cette cadence-là, 320 images par seconde, c'était déjà un certain investissement pour le laboratoire. D'accord ? Maintenant, c'est dans tous les smartphones, quasiment. Donc on va pouvoir prendre avec cette caméra, on va pouvoir prendre des phénomènes au ralenti. Donc il y a plein de choses qu'on peut redécouvrir. Alors comment ça fonctionne ? Le mieux, c'est pour comprendre pourquoi il détecte l'infrarouge, on peut rediscuter de ce qui se passe dans un atome. Dans un atome, vous avez un noyau ici, et vous avez un nuage électronique autour. Si vous envoyez un photon, donc de l'énergie lumineuse, si l'énergie du photon elle n'est pas suffisante pour atteindre le seuil d'éjection, l'électron va être excité jusqu'à ce niveau-là, électronique, mais ensuite il va retomber. Ça ne va pas être suffisant pour éjecter l'électron. Donc l'électron, on ne va pas pouvoir le réutiliser. Si en revanche, on envoie une lumière qui est plus énergétique, comme l'UV par exemple, l'électron va pouvoir être éjecté et on va pouvoir réutiliser, d'accord, cet électron. C'est le principe de l'effet photoélectrique découvert par Einstein en 1905, d'accord, et expliqué par Einstein en 1905.
Et c'est un peu le même principe qui se passe dans votre appareil photo. Cette fois-ci, vous avez des semi-conducteurs. Ce n'est pas uniquement des atomes, mais un matériau un peu plus complexe, semi-conducteur, qui possède un niveau d'énergie qu'on appelle la bande de valence. Et au-dessus, il y a une bande de conduction. Pour que l'électron puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction, il va falloir qu'il franchisse une énergie seuil, ce qu'on appelle une énergie gap. Gap en anglais, ça veut dire fossé. Et donc l'électron va pouvoir passer dans la bande de conduction s'il y a suffisamment d'énergie. C'est ce qui se passe ici. Les infrarouges sont suffisamment énergétiques pour pouvoir faire passer l'électron de la bande de valence à la bande de conduction. Et du coup, on voit l'infrarouge. Alors jusqu'où on peut aller? Il y a des chercheurs en Allemagne, ici, qui ont même utilisé leur smartphone pour mesurer des décroissances radioactives. Donc dans ce cas-là, ils masquent complètement la lumière visible et ils peuvent mesurer ici des décroissances radioactives de sources qu'on trouve dans les laboratoires. Donc le capteur CCD, il n'est pas sensible que au domaine visible, mais à tout un tas d'ondes électromagnétiques, dont ici l'énergie des sources radioactives. Donc voilà un petit peu pour montrer, donner une première expérience sur le capteur photographique. Et ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu en décrivant l'accéléromètre. Donc je l'ai présenté tout à l'heure. On va repasser ici. Donc voilà l'accéléromètre. Donc vous voyez, on a ici 3 couleurs et vous pouvez même faire la légende. Ici, c'est l'accélération selon X, selon Y et selon Z. Et on va essayer de comprendre ce qu'affiche notre accéléromètre, sachant que dès qu'on le bouge, vous voyez, on enregistre un signal. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est décrire un petit peu comment fonctionne l'accéléromètre et on fera quelques expériences ensuite de mécanique. Si on veut mesurer une accélération, comment on fait? Le plus simple, c'est de partir de l'équation de Newton, la deuxième loi de Newton classique, qui nous dit que la masse fois l'accélération d'un objet de masse m, donc c'est égal à la somme des forces extérieures. Donc si on veut mesurer une accélération, il faut qu'on mesure finalement les forces extérieures qui s'appliquent sur cet objet. Et il suffit de diviser par m. Donc si on mesure ces forces-là, on va pouvoir détecter une accélération. Alors comment mesurer une force? Le plus simple, c'est d'utiliser un ressort. Voilà. Donc si vous avez un ressort, vous allez le tirer d'abord par exemple. Il va s'allonger d'une distance x, moins x0. Et le ressort va exercer bien sûr une force, donc à l'opposé de la force que vous exercez. Et cette force-là, c'est ça qui est important, elle a cette expression-là. Elle est proportionnelle à l'écart en distance, x moins x0. Et c'est ça qui va nous servir pour la suite. Donc si vous avez votre système ressort horizontal, mais cette fois-ci en mouvement, votre masse va bouger, et voilà l'expression de l'équation. D'accord? C'est un peu plus compliqué. On a la force exercée par le ressort, et ici, on a la masse fois l'accélération. Donc si on veut déterminer l'accélération, qu'on appelle x point point ici, il suffit de calculer x moins x0 et de multiplier par k sur m. Donc en mesurant ici la distance entre x et x0, d'accord, le x0 étant la position à l'équilibre, on va pouvoir mesurer l'accélération selon x. Alors on va voir si ce qu'on raconte est correct. Donc on va par exemple poser le téléphone à plat, ici. Donc vous avez ici une vue de dessus des accéléromètres selon x et selon y. Donc là on est selon x et là selon y. Alors comme j'ai x1 et x2 ici, comme je suis au repos, je vais avoir x1 égale x2. Dans ce cas-là, mon équation devient ceci, et je vais obtenir, vu que x1 égale x2, que l'accélération selon x est nulle. Selon y, même chose, je suis toujours à l'horizontale, je vais avoir y1 égale y2, et donc l'accélération selon y est nulle. On va tester. Alors, on va regarder. Donc là, le téléphone est à l'horizontale, et on y va. Donc, il suffit de regarder ici. Vous avez x en vert et y en rouge. Hop.
Et donc, on voit bien que les accélérations selon x et selon y sont quasi nulles. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant si le téléphone est à la verticale? Donc, dans ce cas-là, on va utiliser une image. J'espère que vous voyez tous. Dans ce cas-là, vous avez un ressort vertical. Et voici, on a noté juste avant la position au repos. Ensuite, si on attache la pomme, on voit que, bien sûr, le ressort va s'allonger. Et donc, on va avoir un équilibre entre le poids et le ressort. L'accéléromètre fonctionne de la même manière. Donc, ici, vous avez un ressort qui va s'allonger parce que la masse va être soumise à son propre poids. Et le ressort va donc compenser le poids. Et donc, on aura cet équilibre entre le poids et la force exercée par le ressort. Donc, on aura ici, à travers y et y0, finalement, une échelle d'accélération. Ici, on voit que la position de la pomme de Newton, va nous donner finalement l'accélération g. Donc cette position, elle est liée à l'accélération qui vaut g. G, c'est le champ de pesanteur et ça vaut 9,81 mètres seconde moins 2. Donc on est capable, à partir de là, de définir une nouvelle échelle d'accélération. À la place de y, ici la position de la masse, vous allez pouvoir déterminer que ici ça vaut moins 1g. Le y0 au départ c'était 0g. Et si on était plus décalé vers le bas, ce serait moins 2g et 1g. Donc voilà comment on va pouvoir estimer l'accélération verticalement. Et on peut définir une échelle d'accélération. Alors certaines applications donnent directement en fonction de g. D'accord ? Donc ça peut surprendre, mais des fois on a juste moins 1, moins 2. Non, c'est moins 1g ou moins 2g. Alors, si maintenant on reprend notre configuration, on a notre smartphone à la verticale. C'est ça. Je vais le prendre comme ça. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais avoir ici, selon x, des ressorts qui vont être de taille égale. D'accord, d'élongation égale, donc j'ai x1 égale x2. Par contre, selon y, je vais avoir y1 qui va être beaucoup plus grand que y2. Et la question, c'est qu'est-ce qui m'affiche? Si mon téléphone est comme ça, ma masse ne bouge pas. D'accord, donc est-ce que j'ai une accélération nulle ou est-ce que j'ai une accélération différente de 0? Voilà la question qu'on se pose. Donc pour ça, on va faire une expérience. Hop, donc, on va basculer. Donc je vais lancer, ici, voilà. Donc je vais lancer l'acquisition. Devant, je compte sur vous pour attester de la qualité de l'expérience. Et je vais m'arrêter. Et je vais vous montrer le résultat. Donc on s'intéresse à l'accélération selon y. Hop, alors, voilà. Donc l'accélération selon y c'est en rouge. Et on obtient ici une accélération qui est plutôt de moins 9,80. Donc ça ne nous affiche pas y point point égale 0, mais ça nous affiche finalement g. Donc ce que ça veut dire, tout ça, c'est que l'accéléromètre, il ne va pas nous afficher l'accélération de notre masse, mais il va afficher l'accélération effective de la masse, corrigée de la gravité. Et donc, selon x, on avait 0, d'accord ? Je ne sais pas si on l'a vu, mais voilà, typiquement ce qu'on avait, c'était en vert, x. Et selon y, on avait quelque chose proche de moins 10, et donc on avait moins g. Donc l'accélération qu'affiche l'accéléromètre, c'est une accélération effective qui prend en compte y moins y0, et donc qui va être égale à moins g. Si maintenant mon téléphone bouge, eh bien, ça va être une variation par rapport à cette accélération effective. Et donc si mon téléphone bouge, je vais avoir un terme en y point point qui va être différent de 0. Et ce que va m'afficher le téléphone, c'est y point point moins g. C'est l'accélération effective du téléphone, corrigée de g. Ça c'est important parce que sinon on ne comprend pas ce qui va nous afficher plus tard. Donc voilà ce que nous affiche notre téléphone. Alors, on a compris
c'était la partie la plus théorique de la présentation, j'espère que vous avez suivi. Mais on a compris ici que l'accélération, pour la mesurer précisément, il fallait notamment mesurer y moins y0. Alors comment on fait pour mesurer précisément cette élongation du ressort? Pour ça, vous voyez, vous avez une image du circuit électronique ici. On va utiliser ce qu'on appelle les MEMS. Donc c'est ce qu'on appelle les micro-electro-mechanical systems. À l'intérieur de ces petits systèmes, d'accord, on va, voilà une image de l'accéléromètre, on va utiliser des condensateurs différentiels. Donc on va utiliser de l'électronique. Et ceci, ça fait à peine quelques centaines de microns. Donc c'est vraiment tout petit. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On a l'impression de voir des haches ou des barres. Et en fait, ça représente notre ressort qu'on a vu précédemment. Sauf que le ressort, il est un peu plus compliqué que le schéma d'avant. Ici, en fait, vous avez des points fixes. Vous avez votre masse qui est représentée en noir, là, qu'on voit ici. Et ensuite, vous avez ici l'équivalent du ressort, puisque cette partie-là est mobile. Et ensuite, vous avez des électrodes. Qu'est-ce que ça forme, tout ceci? Ça forme deux condensateurs. Vous avez une première électrode ici, une deuxième électrode, une autre électrode. Et quand votre ressort va bouger, la distance entre les électrodes dans votre condensateur va changer. Du coup, les capacités vont changer. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que la capacité d'un condensateur, ça varie, c'est en 1 sur D. D étant la distance entre électrodes. Alors, sans accélération, voilà ce qu'on a. Même distance entre les deux électrodes, donc on a C1 moins C2 qui vaut 0. Si maintenant je déplace mon téléphone par là, la masse du ressort va de l'autre côté. Du coup, ça va se décaler comme ça. Je vais changer la distance entre électrodes, et donc je vais avoir cette fois-ci C1 moins C2 qui va être négatif. Grâce à ça, grâce à ce condensateur différentiel, on va pouvoir mesurer précisément la distance, là, y moins y0, ou x moins x0. Et on va pouvoir relier cette différence entre les capacités à l'élongation du ressort. Et c'est grâce à cette astuce électronique qu'on peut avoir des accéléromètres très précis. Alors c'est si précis qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont fait une analyse. Donc ils ont posé leur téléphone à côté de l'ordinateur et ils ont enregistré quelqu'un qui tapait un texte sur l'ordinateur. Et vous voyez, ça c'est les enregistrements de l'accéléromètre. On passe de moins 0,98 à moins 0,96. Et à chaque fois qu'il y a un pic, c'est une touche qui est appuyée. Et en faisant ensuite le parallèle avec les positions des touches, d'accord, sur le clavier, les différents mots qui sont employés en général dans l'anglais américain, ils arrivent à reconstituer le texte en entier. D'accord ? Et donc on est capable vraiment, grâce à cette mesure, de sonder autre chose. Une autre application intéressante, c'est développée par l'Université de Californie. C'est sur la détection de séismes. Alors, on va juste refaire, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je pense. C'est tellement précis, alors je l'ajuste ici, que je touche à peine sur la table et j'ai des gros pics. D'accord ? Donc ça détecte la moindre vibration. Et l'idée des chercheurs de cette université, c'est de dire on a vraiment beaucoup de problèmes dans la région pour détecter des fois nos séismes. Et il y a plein de régions dans le monde où on a un manque de détecteurs sismiques. Donc pourquoi ne pas utiliser les accéléromètres présents dans les smartphones, que 50% des gens ont, pour améliorer la détection des séismes. Et donc ils ont développé cette application là, que vous pouvez télécharger, alors c'est gratuit sous Android, et vous pouvez donc détecter des séismes. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais voilà. Alors on va essayer d'appliquer ça. Voilà, on a vu un peu quelques concepts théoriques, maintenant place à la pratique.
Et on va utiliser donc l'accéléromètre pour étudier la chute libre. D'accord ? Donc on va avoir besoin d'un téléphone. Je savais que vous alliez être réticents. On va utiliser celui-là, je vous rassure. Et l'idée de la chute libre, c'est celle-là. Hein. On va lâcher le téléphone d'une certaine hauteur. Et ce qui est bien, c'est que c'est très simple comme équation. Hein. On est juste l'accélération, elle est égale au champ de pesanteur G. Et grâce à ça, on peut déterminer la valeur de G de manière très simple. Alors moi, ce que je trouve fascinant dans cette équation, si simple, c'est que en fait, G, c'est relié à la constante de gravitation universelle, grand G, au rayon de la Terre et à la masse de la Terre. C'est-à-dire qu'avec cette mesure-là, le rayon de la Terre, il y a les méthodes d'Ératosthène qui permettent de l'estimer. G, c'est connu, donc on peut remonter à la masse de la Terre, ce qui est quand même pas si évident au départ. Hein. Voilà. Donc si je vous demandais combien pèse la Terre, voilà. Je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé. Donc on va essayer, et alors pour ça, on s'est lancé un défi avec Antoine, c'est de faire ça de plus haut qu'1 mètre. Et on est un peu anxieux parce que si ça ne marche pas, la conférence peut s'arrêter. Hein. Voilà. Donc on nous a prêté un escabeau. On nous a prêté un escabeau. Donc, et on va voir un petit peu le résultat de cette chute libre. Alors, on a essayé de prendre le maximum de coussins. Donc on va simplement mesurer la hauteur à laquelle la chute libre va commencer. 77. C'est bon ? Ok. Alors je vais me déplacer plus vers le centre quand même. Hein. Okay. Alors, voilà, ça a l'air de s'être bien passé, on va pouvoir continuer. C'est la bonne nouvelle. Ok, et on va regarder ce qui s'est passé pour essayer de comprendre ce... Alors, on va passer ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, si, vous voyez bien. Alors, là j'ai fait un zoom sur la chute libre, hein, puisque j'avais lancé l'acquisition avant. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on peut faire une mesure assez précisément. Alors, je vais zoomer davantage, mais voilà ce qui nous intéresse. Donc j'avais mon téléphone à plat. Il faut se souvenir que x, y, c'est dans le plan du téléphone et que z est perpendiculaire au téléphone. Donc ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est ce signal-là, c'est l'accélération selon z. Je remonte, c'est en bleu. Voilà. Et donc on passait de moins 10 à peu près. Alors voilà, je bougeais un petit peu. Et ensuite, c'est passé à 0. Et voilà, là, on a le premier impact. Donc on va essayer de mesurer précisément le delta t pour estimer G. Donc l'avantage de ces outils, c'est qu'on peut vraiment zoomer. On peut aller jusqu'à 100 acquisitions par seconde. Donc on va dire, on va prendre une approximation, c'est 20,55, voilà, le début de la chute libre, la vraie chute libre, mais même on pourrait prendre un peu avant. Ici, ça commence à monter, donc on a un dixième d'incertitude. Et ensuite, la chute libre continue jusqu'à 21 secondes 0,5. Donc pendant que je dis ça, Antoine, il rentre tous ces paramètres dans son ordinateur. Et nous, on va essayer de comprendre, avant qu'il nous donne le résultat, pourquoi on observe ça. Voilà, donc je voudrais juste que, avant que je bascule sur l'ordinateur, que vous rappeliez qu'on passe de moins 10, on va jusqu'à 0, et hop, ensuite on a un choc. Oui, je veux bien. Alors. Donc, pourquoi on observe cette remontée soudaine, on va dire, de l'accélération? Ça, c'est quand vous étiez au repos. D'accord? Au repos, on a notre expression de l'accélération effective, y point moins g, d'accord? Et au repos, on sait que cette accélération effective, elle vaut à peu près moins 1g, moins 10. Voilà ce qui était affiché sur le téléphone. Si
vous prenez votre téléphone cette fois-ci et que vous le déplacez vers le haut. C'est ça? Oui, vers le haut. Dans ce cas-là, de manière assez intuitive, le ressort va s'étirer, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir y moins y0 qui va être plus grand. Et du coup, c'est écrit en tout petit ici, mais y point point va devenir négatif et l'accélération effective va diminuer. Donc on va s'attendre à avoir quelque chose comme ça. On part de moins 1 g et hop, on descend vers le bas. Si maintenant je fais ce qui s'est passé pour la chute libre, donc je lâche le téléphone vers le bas. Dans ce cas-là, le ressort va se comprimer. Et y point point va être positif et l'accélération effective va monter. Donc c'est pour ça qu'on observe ici, alors on le voit, on observe ici que l'accélération augmente. Alors dans l'autre cas, là, le téléphone était tourné dans l'autre sens, on partait de 10 et on arrivait à 0. Donc il suffit de mesurer delta t, on injecte dans cette formule, et Antoine a l'air soucieux, non, on arrive Donc à quelle valeur? Ouais, je bascule juste sur mon ordinateur. Donc en fait, rapidement, c'est juste, on a rentré quelques valeurs pré-remplies. Donc la hauteur de la chute se situe juste ici, donc les 1,77 m. Le T1, le temps initial auquel on a vu le premier, c'était 20,5 et le T2, c'était à 21,1. Le delta T, donc la différence est 0,6 secondes. Et en fait, on arrive à une valeur, donc le 2H sur delta 2 vaut 9,83 mètres par seconde moins 2. Ce qui est pas mal pour une valeur, puisque la valeur théorique, c'est 9,81 à peu près. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir des précisions quand même assez surprenantes. Ouais, là, on affiche l'erreur dans la dernière colonne par rapport à la valeur théorique. En pourcentage. En pourcentage. C'est presque louche. Donc voilà. Donc c'est grâce à ça, vous pouvez en déduire ensuite la masse de la Terre, etc. On ne va pas le faire, c'est juste un petit calcul. On préfère vous montrer autre chose, mais voilà. On va ensuite faire une deuxième étude qui est une deuxième étude. On va essayer de mesurer la même grandeur. Et une autre technique pour mesurer petit g, c'est d'analyser le mouvement d'un pendule. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est vous prenez votre téléphone avec votre cordon d'alimentation et il suffit de bien l'attacher. D'accord ? Et voilà, vous avez ici votre pendule et que vous allez pouvoir faire osciller. Ce qui est intéressant, c'est que c'est votre capteur. Donc il va mesurer les accélérations au cours du mouvement. Donc on va essayer de faire 3 points de mesure avec 3 longueurs différentes sur ce pendule. Donc je vous rappelle ici que l'accélération, ce qui est un vrai cauchemar pour les étudiants en général de première année, voilà, elle s'exprime dans un repère avec deux types d'accélération, accélération radiale et accélération orthoradiale. Et vous avez ici la décomposition des forces. Et voilà la période qui nous intéresse. Donc on va voir le résultat. Alors, on va lancer la mesure. Hop. Alors, je vais demander à Antoine de venir. Il faut au-dessus des coussins. Alors, ce qu'il faut, c'est bien sûr lâcher le téléphone de manière la plus stable possible. Voilà, et tenir. Vas-y. Voilà, on a eu 3 oscillations. Hop, stop. Et on va mesurer la distance quand même. Ça va nous faire On va prendre la distance ici entre le bout et à peu près le milieu du smartphone. Donc ils font 1 mètre. 1 mètre. Donc on est à 1 mètre. Alors on va regarder le signal. Oui. Donc voilà le signal qui est assez périodique. Et alors ce que j'aurais bien aimé vous montrer, c'est aussi le signal en vert là, mais finalement on n'a pas bien vu. C'était une accélération selon, orthoradiale. Mais là on a du mal à le voir. Donc on va faire une mesure. Donc ici on peut prendre, bien sûr, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, que je ne me trompe pas. Donc on part de 15 et on va jusqu'à 18. 18,2. Donc on a 3 périodes. Donc, alors, on va redétailler. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a analysé ici l'accélération selon Y. Et l'accélération selon Y, elle s'exprime en
L, la longueur grand L, ça aurait dû être θ point au carré. D'accord? Donc, il faut faire attention, ce que je viens de mesurer ici, ce n'est pas la période de l'angle θ, mais c'est la demi-période, puisque l'angle est au carré. D'accord? Mais ça, on devrait être capable de le voir suivant qu'on prend l'accélération selon x ou selon y. Donc, il faut prendre ça comme une demi-période. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, vous avez l'accélération selon y. Vous voyez sur ces points de mesure des oscillations. Et selon x, ici, vous êtes juste en θ point point. Et donc, on voit bien que la période est différente. Et elle correspond finalement à un facteur 2. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Alors, est-ce qu'on prend une autre mesure? Ouais. On va prendre, cette fois-ci, une longueur plus petite. Alors, pour tester, l'idéal, c'est de prendre une longueur 4 fois plus petite, d'accord, puisque c'est en racine. Alors, on va prendre avec ce téléphone d'abord, 4 fois plus petite. Et donc, si nos calculs, nos prédictions sont correctes, il faudrait que, donc 25 cm, voilà. Ouais, attends. 25, surveillez-nous, À peu près. c'est bon, Ouais. ouais. Ok. Voilà. Et il faut lancer l'acquisition. Etc. Difficile, on va voir. Hein. Si ce point de mesure ne marche pas, ben on pourra l'enlever. Hein. Donc on voit que le signal ici, si vous voyez, il est beaucoup moins joli. D'accord? Mais on peut quand même prendre des mesures. Donc on va... Ici on est plutôt vers 4,75. 1, 2, 3. Et je suis à peu près jusqu'à 6,4. Donc 6,4 et j'ai 3 demi-périodes du coup. Donc on va essayer de faire ça maintenant sur une longueur de corde beaucoup plus grande. Alors on est à combien? On est à 2 mètres, c'est ça? À peu près? À peu près du milieu du téléphone. Ici. Donc là, on est à 1,50 m. 1,50 m. On va voir ce que ça donne. Et je vais remonter sur mon escabeau. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ça devrait suffire. Hop, on va arrêter. Donc on va voir, ce sera notre dernier point de mesure. Hein. Et grâce à ça, on va pouvoir mesurer petit g. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Oula, pas évident. Alors, ça doit être ici. Donc on voit que comme le téléphone a ondulé dans la direction, dans le plan, ben voilà, c'est plus délicat. Mais ici, on est à... On va prendre des mesures rapidement, mais on est plutôt vers 4 au début. 1, 2, 3, et on va jusqu'à 8. Donc, hop, vous ne voyez pas, mais voilà. Donc 1,3 la demi-période, et on était à 1,50 m. Donc il y a un point qui ne va pas. Bon, si les deux autres vont, on verra. Donc voilà, c'est ici la demi-période. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces applications, c'est qu'on peut exporter les données. On n'est pas obligé de faire tout en direct comme ici. Hein. C'est un peu, on peut exporter ces données, lisser les données, etc. Tout ça, c'est accessible. Donc, ce qu'on va tracer, c'est, pour vérifier cette loi, on a cette équation au départ, et on va tracer 4pi carré fois L en fonction de t carré. Et comme ça, le coefficient directeur devrait être La G. pente. Voilà. Alors ? Pas du tout. Bon, en fait, il y a un des points de l'expérience qui ne nous permet pas de trancher sur le truc. Là. Alors, on l'a réalisé avant avec plusieurs points, voilà. Il faut toujours avoir une roue de secours. Et voilà ce qu'on a obtenu, d'accord, hein, je vous mens pas, ça marche très très bien, d'accord. Bon, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'on peut aussi raffiner.
vu qu'on peut vraiment zoomer en détail sur les points, par exemple, on peut demander aussi aux gens de dire qu'est-ce qui se passe en fonction de l'angle initial, θ0. Normalement, ça varie peu, d'accord, hein, là, l'angle θ0, il n'est pas présent dans cette équation, mais il y a une formule qu'on appelle la formule de Borda qui prend en compte cette correction. Et on est tout à fait capable d'identifier la dépendance en angle θ0 grâce à cette expérience. Donc voilà ce qui est intéressant. Ouais, ce qu'on peut faire aussi, c'est, on ne va pas le faire pour faute de temps, mais on aurait pu lancer le téléphone comme ça. C'est-à-dire qu'il va être contre le frottement de l'air, beaucoup plus que quand il est sur la tranche. Et grâce à ça, vous pouvez tester finalement les forces de frottement. Vous pouvez, Antoine va vous montrer quelque chose, vous pouvez on peut carrément ajouter des petites ailettes autour du téléphone, enfin des petites ailettes, un morceau de carton par exemple, pour vraiment augmenter la friction autour du smartphone. Et donc on peut voir la décroissance, l'amortissement en fait, du mouvement au cours de ton déplacement. Donc voilà, vous pouvez tester tous ces régimes d'amortissement critiques, suramortis, etc. grâce à ce dispositif. Autre chose qu'on ne va pas faire, mais par exemple, si vous avez un projectile ici, une balle de tennis, quand vous lancez cette balle de tennis, voilà, comme ça, la trajectoire de cette balle, c'est une parabole. Donc voilà, donnée par cette équation. Et voilà typiquement la trajectoire de la balle de tennis en fonction du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des applications gratuites qui permettent de faire du pointé, du tracking. C'est-à-dire que vous avez ici une application qui vous permet de positionner, de donner la position de la balle de tennis en fonction du temps. Et ici, vous voyez, vous avez le temps, la position X, Y, et ensuite, vous pouvez remonter à la trajectoire. Grâce à ça, vous pouvez faire de l'analyse de trajectoire, mais aussi de l'analyse d'énergie. On peut calculer par exemple l'énergie cinétique, ici, c'est-à-dire ce qui est proportionnel à la vitesse au carré. Et vous pouvez aussi calculer l'énergie potentielle. Et on peut voir finalement cette conversion entre énergie cinétique et potentielle au cours de cette trajectoire. Et il y a quelque chose qui est rassurant quand on a fait ça avec les étudiants, c'est que ici vous avez la somme des deux, l'énergie mécanique, et elle se conserve. Ouf. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut faire d'un point de vue mécanique, il y a plein de choses. Alors on ne va pas tout faire, mais par exemple vous pouvez tester ça sur une balançoire, d'accord ? Donc je vous invite à aller dans les parcs. Vous pouvez aussi tester l'accélération en référentiel tournant, d'accord ? Avec le tourniquet. Donc plus vous positionnez votre smartphone loin du bord, plus l'accélération sera importante. Sinon, chez vous, vous avez l'essoreuse à salade. Voilà, donc à vous de mettre votre téléphone dedans et de tourner. Et puis, on peut aussi appliquer ça à la mesure de viscosité. Il suffit de prendre, par exemple, une bille. Là. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des cousins. Vous prenez une de leurs billes. Vous prenez, par exemple, du miel, de l'eau ou de l'eau sucrée. Et vous lâchez la bille. Et en détectant le mouvement de la bille, on peut remonter à la viscosité du liquide. Donc, tout ça, c'est faisable chez soi, dans sa cuisine presque ou un peu à l'extérieur. Et je voudrais mentionner aussi qu'à l'Université de Grenoble, il y a Joël Chevrier qui a fait un travail conséquent sur le développement d'une application qui s'appelle iMecaProf, qui permet de voir en temps réel sur son ordinateur le mouvement du téléphone, d'accord, comment il pivote, et de calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez bien sûr aller voir sur le site de l'Université de Grenoble. Alors, on va passer à une autre expérience, c'est mesurer la vitesse du son par effet Doppler. Alors je vous rappelle, l'effet Doppler, c'est le fait qu'on entende une ambulance qui passe et elle change de fréquence on entend le son de l'ambulance différemment. Il y a une formule voilà, qui est que la fréquence du récepteur, c'est égal à la fréquence de l'émetteur divisé par 1 moins V sur C, où V c'est la vitesse de l'émetteur qui bouge. Et donc, si l'émetteur se rapproche, V comptez positif. Alors, nous, on ne va pas foncer par rapport à la vitesse du son. Hein. La vitesse du son, c'est typiquement 340 mètres par seconde. Donc, on va avoir des vitesses qui sont très petites devant la vitesse du son. J'espère que Usain Bolt n'est pas là. Hein. Mais typiquement, on va pouvoir faire une approximation de cette formule. Et on va voir que la différence de fréquence, ça va être proportionnel à la fréquence de l'émetteur fois la vitesse de l'émetteur divisé par C, la vitesse du son. Et donc, ce qu'on va faire,
on va essayer de vérifier cette formule. Donc Antoine va courir le plus rapidement possible d'un endroit ici qui est le point de départ, d'accord? Et on va demander à quelqu'un d'estimer le temps qu'il met pour arriver ici à 4 mètres, d'accord? Ah. C'est l'arbitre. Donc au premier rang, voilà. Donc voilà le chronomètre, il suffit d'appuyer ici et on va laisser à quelqu'un de faire le top départ, d'accord? Alors pour ça, on va revenir sur une application qu'il faut que je présente. C'est une application en acoustique qui est très pratique. Alors, je voulais juste voir si... Donc, voilà l'expérience qu'on va faire. Antoine, avec son téléphone, va se déplacer à une certaine vitesse et il y a des applications qui permettent d'émettre un son à une fréquence bien déterminée. D'accord? Donc on va choisir la fréquence, ici 10 000 Hz, donc ça va vous réveiller un petit peu. Et grâce à une autre application que vous voyez ici, on peut détecter le spectre. D'accord? Et vous voyez ici, il y a une bosse à 174 Hz parce que voilà, la source était à 174 Hz. Et donc, on va réaliser l'expérience. On va essayer de mesurer la distance, 4 mètres, le temps pour parcourir. Et on va vérifier deux choses, je vous demande d'être attentif. C'est que quand il va venir par ici, il va s'approcher de l'émetteur, la fréquence va augmenter normalement. Delta F égale F fois V sur C. Je vais remontrer si elle est là, la formule. Si V est positif, delta F positif. Et s'il s'éloigne, normalement delta F négatif. Donc, on va voir. Hop. Alors, voilà, ici. Donc, vous avez cette application. Je vous montre juste. On voit un beau pic se former. Donc, on est capable de détecter. Alors, comme on est nombreux, on ne peut pas utiliser juste le téléphone. Donc, on a une enceinte. Ouais, juste une enceinte pour amplifier un petit peu le son. Alors, donc, je te déplace avec elle, hein, c'est l'avantage. Voilà. Alors, à 10 000 Hz, alors vous allez voir, ça va vous réveiller. Ah. Ouais, donc attention à ceux qui ont des appareils auditifs. Alors, il y en a plusieurs. Alors, il y a celle que j'utilise là actuellement, ça s'appelle F-Generator. Il y en a d'autres, il y a générateur de son, S-Generator. Donc pour émettre un son, voilà, et sinon je les rappellerai à la fin. Et voilà, les applications c'est Acolyte ou Sound Analyzer. Il y en a plein, c'est suivant les plateformes, on va dire. Donc on va émettre un son. Il faudra envoyer le coup de sifflet, il faudra lancer et appuyer 2 fois, d'accord? La responsabilité est lourde. Donc juste émets un son à 10 000 Hz. Vas-y. Donc on voit, alors il ne faut pas que je parle, mais vous voyez? Et donc regardez bien comment ça se déplace quand il s'approche. Et je vais essayer de noter, moi, la valeur max. Donc j'ai noté... Ah, il a loupé. Faire des expériences, ce n'est pas si facile. Alors on recommence du coup. Est-ce que vous êtes à 0? Ouais. Ah. Non, pas... Ici, hein. Ouais. Attention. Donc vous avez vu, on est passé plutôt vers 10 000 quelque chose, donc on avait bien un delta F positif. Déjà, c'est le premier résultat. Alors, on avait 1 seconde 74, d'accord? Alors, je ne sais pas où je peux le noter. Je le prends en note. 1 seconde 74. Ici, là. Là, ouais. Tu mets ton chronométré sur la distance de 4 mètres. Donc comme tout à l'heure, on a préparé 2 tableaux pour comparer un petit peu ce qu'on mesure d'une part avec le chronomètre, ce qu'on va mesurer avec l'effet Doppler. Et le delta F, alors vous étiez plusieurs à regarder, la fréquence max c'était à peu près 10 080, c'est ça? Bon, 10 080. Pas très vite. Alors maintenant on va refaire la même expérience mais en s'éloignant. Et donc on devrait avoir le signe opposé, on devrait plutôt être vers les 9000 et quelques. Donc deuxième expérience. Donc on est bien indiqué a priori. Ah, attendez, il y a eu, on va recommencer là, il faut un silence absolu. Ça. Allez à 0. J'ai les yeux rivés sur 9.
Donc on est passé à 9947, d'accord? Donc on a vraiment vu un décalage dans l'autre sens. Hop. Alors, je vais laisser Antoine remplir le tableau pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors le temps chronométré sur la deuxième série. Oula, à mon avis, il y a eu un problème, c'est 12 centièmes. Ouais, bon, ok. Donc on ne va pas prendre la deuxième, on a vu le résultat. Alors, le temps que tu termines, Ouais. tout ça pour dire qu'on peut faire ça, on peut faire cette expérience de manière un peu plus... Vous pouvez me répéter le temps que j'ai mis, la fréquence 10 050, non, 10 080, je crois, à peu près. Donc, on a fait cette expérience avec... Et la deuxième 9000. 9000, oui, mais on n'avait pas le temps. Donc c'est... Bon. 1,30. Ah, d'accord. Il faut toujours avoir deux expérimentateurs. 1,30 et donc c'était 9947. Et on a fait cette expérience avec des... Alors on n'a pas les Vélib, mais c'est des V-cubes. Et donc on a un peu plus de vitesse, plus de points. Et ça marche assez bien. Ici, par exemple, vous voyez un chronogramme de la fréquence en fonction du temps. Ça, c'est à l'éloignement. Et donc on voit bien que la fréquence diminue également. Et quand on fait ça, on a plusieurs points. On obtient des valeurs de la vitesse du son qui sont tout à fait correctes. D'accord ? Alors, ben voilà, je vous propose peut-être d'essayer ça en bas de la rue Mouffetard. Vous prenez un Vélib et hop, vous relevez par exemple le temps et le décalage fréquentiel en bas de la rue Mouffetard. Alors, quel résultat on a ? Alors pour la première série, la vitesse mesurée au chronomètre était à 2,30 mètres par seconde et celle donnée par le décalage de Doppler donne 2,72 mètres par seconde. D'accord, donc on reste dans du bon ordre de grandeur. D'accord. Alors une autre méthode pour mesurer la vitesse du son, comme on arrive de Bordeaux, mais il fallait absolument qu'on fasse cette expérience-là, c'est la méthode de résonance d'une bouteille de Bordeaux. Alors ce qui est intéressant dans la bouteille de Bordeaux, c'est que tout est calibré. Peu importe que vous achetiez un grand château ou un tout petit château, la bouteille aura la même forme, d'accord ? Donc il n'y a pas de risque là-dessus. Et si vous soufflez à l'intérieur de votre bouteille, alors, vous ne voyez pas bien sûr, je vais essayer de... Hop, je vais le mettre à l'endroit. Vous voyez qu'il y a un pic qui se dégage à 153 Hz à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un peu d'analyse en thermodynamique, puisque c'est une application de thermodynamique, en fait, vous avez cette couche d'air ici, qui est comprise dans le goulot, qui va osciller. C'est ça qui donne la fréquence de résonance de la bouteille, de ce résonateur d'Helmholtz, comme on dit. Et la fréquence de résonance, elle est liée à tout un tas de paramètres physiques. Et la fréquence, c'est C0, la vitesse du son, sur 2π fois racine de petit s sur LV. Donc voilà, on est capable, grâce à ça, en mesurant la fréquence de résonance, et tous ces paramètres, de mesurer la vitesse du son. Alors, on peut changer cette formule, voilà, pour faire apparaître ici cette hauteur d'eau, là, cette hauteur d'air, en fonction du volume d'eau, et on peut tracer F0 en fonction de petit z. D'accord ? Alors on ne va pas le faire parce que je crois qu'il est déjà assez tard, mais si on fait ça, je vais juste vous montrer le résultat qu'on a fait avec des étudiants. On obtient un bon accord, voire un très bon accord. Voilà, on est capable de tracer F0 en fonction de ce paramètre-là, et on obtient une valeur de la vitesse du son de 360 mètres par seconde. Donc, voilà différentes méthodes pour mesurer la vitesse du son avec un smartphone. On va terminer par un peu d'optique. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste environ. Bon, on va peut-être sauter la première partie qui consistait à éteindre son écran de téléphone avec des lunettes de soleil. On pourra y revenir au niveau des questions, peut-être. Et on va passer à la dernière partie qui consiste à transformer son smartphone en microscope. Donc on va essayer maintenant de voir des objets de petite dimension, voilà, avec un téléphone.
sans forcément utiliser que le zoom numérique. D'accord ? L'idée, c'est de transformer de manière très simple votre téléphone en microscope. Alors, l'idée, c'est juste d'utiliser une goutte. D'accord ? Une goutte d'eau. Donc, tout le monde a ça. Et l'intérêt de la goutte d'eau, c'est que quand vous la posez, elle a une forme de calotte sphérique. Et une calotte sphérique, ça a un rayon de courbure. Et à ce rayon de courbure, on peut associer une distance focale. Plus le rayon de courbure est petit, d'accord, plus la distance focale va être petite. Et donc plus ça va zoomer, plus ça va grossir. D'accord ? Donc si je prends par exemple le cas d'une goutte d'eau donc l'indice de l'eau c'est 1,33. Si je prends une goutte d'eau de 1 mm par exemple, eh bien, je vais obtenir une focale de 3 mm. C'est typiquement la focale de votre téléphone. Donc on va faire une expérience. D'abord, on va essayer avec ça. Et on va essayer de vous torturer un petit peu pour vous réveiller. Je vous propose de mesurer l'épaisseur d'un cheveu. Donc j'ai besoin de volontaires pour... Ah, pas vous. La moustache convient aussi. Est-ce qu'il y a un volontaire? Sinon je serais... Voilà. Hop. À ce rythme-là, j'en aurais plus beaucoup. Mais voilà. Et on va essayer de mesurer l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce que je vais faire, c'est 2 étapes. Parce que l'intérêt, ce n'est pas seulement de voir plus gros, mais c'est aussi qu'on peut mesurer très facilement. Donc, vous voyez ici qu'il y a une règle. Donc, je vais faire une première expérience pour voir ce que va représenter 1 mm sur l'écran de smartphone. Et ensuite, je vais mesurer le cheveu. D'accord ? Le cheveu qui doit être ici. Ok, donc je vais vous montrer. Donc on va passer sur voilà, l'appareil photo. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de déposer une toute petite goutte d'eau. Plus le rayon de courbure est petit, plus la focale est grande. Donc ce que j'utilise moi c'est typiquement les dosettes pour les yeux. Voilà, puisque tout le monde n'a pas forcément une petite pipette sur soi. Et donc on va essayer de déposer une toute petite goutte d'eau. Donc, vous ne la voyez pas, c'est normal. Et on la voit un petit peu ici. Voilà. Alors, on me pose souvent la question, mais elle ne tombe pas? Non, elle ne tombe pas, elle tient par capillarité. D'accord? Donc là, elle s'est déjà un petit peu étalée. Donc je vais recommencer. Et ensuite, je vais faire une mesure. Donc je vais m'approcher ici de ma... J'essaie de prendre ici. Donc voilà, je ne sais pas si... Ah, vous voyez très mal en fait. Peut-être que on peut mettre un peu de lumière. Source, non. Lampe. Je ne sais pas si c'est mieux. Donc typiquement ici, vous voyez, c'est 1 mm. D'accord? Donc déjà, 1 mm, c'est grossi sans utiliser le zoom numérique en 2,5 cm. C'est-à-dire que si vous utilisez maintenant le zoom numérique, ben ça, on ne le voit plus. D'accord? Ça sort complètement de l'écran. Alors je vais maintenant essayer de faire une image, grâce à ce dispositif, d'un cheveu. D'accord ? Donc première étape que je vais faire, c'est une étape de calibration. Je vais prendre en photo mon échelle graduée. Alors, j'essaie de m'approcher. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais... Et ensuite, je vais prendre le cheveu. Je ne sais pas si vous le voyez, il est dessous, là. Voilà. Il faut que je cherche un petit peu. Je l'ai perdu. En plus, il y a de l'ombre, alors c'est pas évident. Voilà. Il ne faut bien sûr pas bouger. Donc,
l'image n'est pas terrible. Mais j'espère que vous allez le voir un petit peu. Non, rien du tout. Dommage. Alors, je ne sais pas comment en faire. Ouais. Donc, typiquement, alors je vais vous montrer finalement, vu que là, bon, on ne voit pas bien, je vais vous montrer les images que j'ai pu prendre avant. Ça, c'était 1 mm, d'accord? Et sur l'écran de téléphone, ça peut représenter jusqu'à 4,5 cm. Donc ça représente vraiment un gros zoom par rapport à la réalité. Le cheveu, pardon, voilà l'image du cheveu. Et quand on zoome, avec le zoom numérique, plus le zoom optique, on peut avoir jusqu'à 3 mm. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ces deux images, ben on peut en faire une mesure. Donc, il suffit de comparer voilà, les deux. Et donc, un cheveu mesure environ 0,003, c'est 3 mm, divisé par 4,5 cm, fois 1 mm. Et on obtient 67 microns. Donc, grâce à ça, on est capable de voir quelque chose de l'ordre du micron. Alors, on va essayer ça avec des pixels d'un écran. Alors, est-ce que quelqu'un accepterait de passer l'écran de son téléphone pour voir les pixels de son écran? Je vais préparer ici la goutte. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un écran, un téléphone? Ah, peu importe, voilà comme ça. On va basculer. Hop, voilà. Donc, on l'a là. Alors, j'espère que là, vous verrez quelque chose. Hop, c'est peut-être un peu petit. Donc, je vais essayer de zoomer. Donc, on va revenir. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, l'image est, en termes de couleur, c'est pas terrible, mais en fait, il y a un problème de couleur. Mais voilà, on voit très bien le rouge, le vert et le bleu. Et on peut faire ça avec les différents types d'écrans. Et chaque écran a, on va dire, sa géométrie de pixels. Alors, pour terminer, je voudrais aussi vous montrer qu'on peut appliquer ça pour voir des cellules. On est arrivé à de l'ordre de la cinquantaine de microns. Et vous pouvez, chez vous, faire une expérience très simple qui consiste à observer des cellules, mais d'oignons. Donc, on a commencé à préparer un oignon, d'accord? Alors, ce que vous faites, c'est vous le coupez. Et il suffit en fait de prélever la peau, ici, à l'intérieur de l'oignon. Hop. Voilà, vous avez ici une peau d'oignon. Ensuite, vous prenez une lame ou un morceau de verre ou autre chose pour déposer cette peau d'oignon. Et vous l'étalez bien, d'accord, pour avoir une surface la plus plate possible. On a fait ça, on a même, je l'ai là, ici, ça sert à rien que j'aille très loin. Ici, je vais vous rendre votre téléphone quand même. Tenez. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé cette peau d'oignon et on a mis un peu de colorant alimentaire dessus, ce qui va renforcer le contraste des cellules. Et notre microscope, on va dire de poche, hein, voilà. Ici, je vais avoir ma lumière. Voilà. J'ai une sorte de verre. Et voilà comment je vais essayer d'observer mes cellules. Alors, vous n'allez rien voir ici, pour l'instant. Je vais juste vous montrer ce que ça peut donner. Et j'espère qu'on observera des cellules d'oignon. Hop. Alors, je fais la manip tout seul. Pas très impressionnant pour vous. Alors voilà ce que j'ai observé. Je ne sais pas si on voit ici. Alors on est capable bien sûr de zoomer. Et voilà, vous voyez ici différentes entités. D'accord? Et voilà une cellule d'oignon. Alors, bien sûr, là, je suis dans une mauvaise configuration, je bouge, etc. Mais quand on se pose calmement, on est capable vraiment d'avoir des images très très belles,
très très clair de ces cellules d'oignon. Et alors, c'est ce que on peut voir ici, par exemple. Voilà typiquement les cellules d'oignon qu'on peut observer. D'accord ? Donc vous avez ici vraiment les parois entre cellules, etc., etc. Voilà d'autres images que vous pouvez prendre avec cette technique. Bon, par exemple, sur une pièce de 20 centimes, voilà sur l'œil d'un bourdon. Il suffit de regarder par exemple l'œil d'un bourdon et vous êtes capable de voir ici les micro-lentilles de cet œil. Donc un œil de bourdon, ça n'a pas un seul œil, mais ça en a pas des millions, mais des centaines, pour voir dans toutes les directions. Et là, vous voyez toutes les micro-lentilles. Voilà les pixels d'un écran, un grain de sel, sur une table. Vous regardez, en fait, c'est bien un cristal qui a des belles facettes carrées. Et enfin, voilà nos cellules d'oignon. Alors, on peut bien sûr aller vers des microscopes plus évolués. Vous pouvez associer 2 gouttes d'eau, ça va grossir encore plus. Et si vous êtes intéressé par la géologie, vous pouvez même utiliser des lunettes 3D qui permettent en fait d'avoir un caractère polarisant. Donc il suffit de placer ça au-dessus et en dessous de votre échantillon et on est capable de voir l'anisotropie dans votre roche, par exemple. Alors juste pour signaler que voilà, si vous avez peur de mettre des gouttes d'eau, ce que je comprendrais, mais en fait il n'y a aucun risque puisque la goutte d'eau est très très petite. Il y a des lentilles qui existent dans les pointeurs laser ou sur le commerce que vous pouvez acheter. Sinon on peut en fabriquer en PDMS aussi, voilà, par une méthode qui a été publiée par des Américains. Et voilà, il y a plein de recherches académiques qui essayent d'utiliser ce pouvoir des téléphones pour faire de l'analyse un peu partout, en Afrique, etc. Alors, je voudrais qu'on termine en vous présentant un peu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter. On est capable de mesurer des tensions de surface, on peut faire des battements, un effet acoustique, phénomène de battement ici. On est capable de mesurer le coefficient de restitution d'une balle de ping-pong ou de tennis, juste en écoutant les rebonds, ping, ping, ping. On peut faire aussi de l'analyse d'intensité lumineuse. Donc ça, c'est par exemple ce qui se passe quand vous étudiez la décroissance radioactive. On peut étudier le champ magnétique. Il y a une expérience qu'on est en train de faire à l'Université de Bordeaux qui est assez jolie, c'est on essaye de faire un transit d'exoplanètes. Alors à l'échelle du laboratoire, bien sûr. Mais donc ici, vous avez une grosse étoile et on fait passer une petite boule de vent qui mime l'exoplanète. Et avec votre téléphone, vous allez détecter la décroissance en intensité lumineuse quand la planète, l'exoplanète, passe devant son étoile. Et grâce à ce signal, vous êtes capable de remonter à sa taille, etc. Bon, voilà, c'est quelque chose qui marche bien et c'est vraiment très pratique pour les étudiants. Donc tout ça, en fait, ça constitue vraiment un ensemble, alors qu'on pourrait appeler la smartphonique, comme je l'ai dit au début, et on peut vraiment l'appliquer dans différents domaines. J'espère qu'on vous aura convaincu. Ce que je voudrais dire, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, comme l'a présenté José Bico au début, en fait, cette partie sur les smartphones, elle est intégrée à un cours en ligne sur la physique des objets du quotidien. Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez par exemple envoyer un mail à cette adresse ici, et dans lequel il y a une partie sur le smartphone, qui va un peu plus loin que ce que je vous ai présenté. Je signalerai également qu'il y a un MOOC de mécanique avec le smartphone par Joël Chevrier. Voilà, donc ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ici des références pour continuer. Et je rappelle ici les applications qu'on a principalement utilisées sous iPhone ou sous Android. Et je vous remercie pour votre attention.